Deuxième partie de cette émission, nous sommes toujours en compagnie de Marc-Mvé Bekale, maître de conférence à l'UT de Troyes et à l'Université de Reims, Hamidine Kane, docteur en économie et en intelligence économique, et Serge Dessou-Yovo vient de nous rejoindre sur ce plateau. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes consultant en politique de développement. Alors nous parlions donc de cette modification de la Constitution au Gabon. Marc-Mvé Bekale, vous vouliez intervenir notamment sur le fait que est-ce que cette mesure n'est pas aussi la conséquence des failles, des limites de la Constitution gabonaise? Oui, absolument. Non seulement de la Constitution gabonaise, mais des constitutions africaines post-coloniales. Parce que ce à quoi nous faisons face nous interpelle sur la manière dont ces constitutions ont été conçues. Pourquoi? Parce qu'on sait que, d'ailleurs, je vous ai apporté là mon petit livre qui s'intitule « Gabon, la post-colonie en débat », qui date de 2001, je l'ai écrit en 2001, où, dans le cas précis du Gabon, je pose le problème de reconceptualisation de nos textes constitutionnels qui doivent refléter, d'abord qui doivent être pensés par les Africains eux-mêmes, par les constitutions. À partir des réalités africaines, il faut contextualiser. Contextualiser, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les errements qu'on a aujourd'hui au Gabon sont le résultat des textes qui ne sont pas conçus par les Gabonais, par les Africains. Et je peux même parier qu'il existe beaucoup de constituants, c'est-à-dire beaucoup de parlementaires au Gabon, qui connaissent pas le contenu de ces textes constitutionnels. Pourquoi? Parce qu'on a une architecture politique, une architecture constitutionnelle qui émane directement de la 5e République française, qu'on a appelée la monarchie républicaine, et qui ne peut pas favoriser l'éclosion ni d'un État de droit véritable, ni d'un État démocratique. Et si d'ailleurs la 5e République française, ce qu'on a appelé la monarchie républicaine, a été mise en place en France, c'est parce que ça reflétait la personne même, les idéaux du général de Gaulle. Et lorsqu'il s'est senti en porte-à-faux, en rupture avec le pays, il a démissionné. Alors que ce modèle institutionnel consolide absolument des régimes autoritaires, des régimes autocratiques. Et voilà, le dispositif avait été mis en place. Je n'ai pas envie de monopoliser la parole. Le dispositif avait été mis en place par le père d'Ali Bongo pour maintenir toute une famille au pouvoir. Voilà ce à quoi on est confronté au Gabon aujourd'hui, qui est d'ailleurs valable pour le Togo, pour d'autres pays africains qui ne conçoivent pas l'architecture institutionnelle de leur pays. Serge Dessou-Yovo, c'est une constitution gabonaise qui reste extrêmement floue, notamment sur la question de la vacance du pouvoir. On a quand même l'article 84 de la Constitution qui explique que la Cour constitutionnelle peut statuer sur les conflits d'attribution entre les institutions de l'État, mais voilà, ça reste quand même assez flou, il faut bien le dire. Oui, ça reste flou, mais comme disait M. Kane, que je suivais tout à l'heure dans son intervention, c'est de bonne guerre. Vous vous rappelez tout à l'heure les conditions dans lesquelles ces constitutions ont été établies. Effectivement, d'une part pour maintenir une certaine forme de pouvoir, mais d'autre part aussi pour servir les intérêts de ceux qui avaient aidé à mettre en place ces régimes. Mais là où je ne vous rejoins pas complètement, c'est que dire que ce n'est pas pensé et conçu par les Gabonais, ce n'est pas exactement ça. C'est peut-être inspiré d'autres modèles, mais c'est des Gabonais qui l'ont mis en place par rapport à une circonstance donnée. Ils l'ont voté. Oui, ils l'ont. Non, c'est des Gabonais qui l'ont écrit. S'il vous plaît, ce sont des Gabonais qui l'ont écrit. On sait comment ça se passe. Ils se sont inspirés d'autres textes. Ils n'étaient pas foncièrement, originellement gabonais, mais ce sont des Gabonais qui l'ont écrit et qui l'ont proposé. Après, les conditions dans lesquelles ça a été fait, on peut les discuter. Ceci dit, sur votre question, effectivement, ce sont des articles qui sont flous et qui sont maintenus flous à dessein. Et comme disait monsieur tout à l'heure, effectivement, si ça avait été l'autre camp au pouvoir, je ne suis pas sûr qu'ils auraient fait autrement. Aujourd'hui, je pense que tous ces pays dont nous sommes originaires ont un besoin crucial, c'est de pouvoir s'asseoir, de pouvoir nettoyer tous ces textes et pour repartir effectivement des contextes africains qui ont évolué entre la fin de la colonisation et les années 90 où il y a eu un vent
de démocratie entre griffes, mais démocratie quand même. Et aujourd'hui, nous sommes près de 30 ans après. C'est sûr que la société africaine a évolué, la société gabonaise, pour le cas dont on parle, a évolué. Et il est aujourd'hui temps, et je pense même, alors on ne souhaite pas, comme vous dites, c'est un chef d'État, c'est un Africain, on ne peut pas souhaiter du mal, mais c'est un événement qui doit interpeller les Gabonais pour les amener à s'asseoir et à dire, bon, ok, maintenant il est peut-être temps qu'on regarde ces textes-là de près et qu'on commence à prévoir ce qui correspond à nos sociétés aujourd'hui. Hamidine Kane. Oui, moi je crois que maintenant, vu les circonstances, les Gabonais seront obligés de réviser le texte constitutionnel. Absolument. Ils seront obligés. Ah oui, parce qu'ils vont voir qu'il y a énormément de failles et puis qu'il y a des champs de tir où on peut rentrer, pénétrer et puis pour faire modifier certaines choses parce que les textes ne sont pas clairs. Les textes ne sont pas clairs, il faut bien lire. Hein. Ce n'est pas seulement le Gabon, c'est beaucoup de pays francophones. Absolument. C'est beaucoup de pays francophones. Oui. Et puis donc ça, c'est une opportunité pour le Gabon. C'est une opportunité qu'ils reviennent au pouvoir ou qu'ils, bon, ne le souhaitons pas, qu'ils reviennent au pouvoir. Il sera obligé, les partis gabonais, même dans son propre parti, ils vont dire qu'il faudra modifier. Parce que sinon, on va aller dans le chaos, dans le futur. Et puis ça, ce n'est pas souhaitable pour le Gabon qui est un pays stable jusqu'à présent. C'est un pays stable jusqu'à présent. On veut quand même que la stabilité continue dans ces pays. Parce que quand il y a le chaos, c'est tous les pays environnants qui vont en pâtir. Donc ça, c'est une opportunité. Et puis les Gabonais vont en profiter justement pour améliorer leur texte constitutionnel. Vous voyez, on ne peut pas. C'est-à-dire que ce qui affaiblit d'ailleurs, ce qui affaiblit les pays, ce qui peut constituer une entrave à la paix, c'est l'instabilité lorsqu'on introduit l'instabilité dans les institutions. Je voulais juste, si vous me le permettez, revenir à l'objection de mon camarade tout à l'heure, à savoir, vous savez, hein, quand vous prenez la constitution gabonaise, française, dont la plupart des pays africains s'inspirent, elle a été écrite par pratiquement un seul homme, Debré. Et je ne dirais même pas que les Africains s'inspirent. Vous prenez le Togo, la constitution, et il y a des mains du Togo qui a été pratiquement écrite par un professeur de droit, l'ex-doyen de l'université de Aix à Marseille, et que l'on a appelé, d'ailleurs, c'est lui qui, le mercenaire, on l'a appelé le mercenaire. Il a eu des problèmes juridiques, voilà, le mercenaire institutionnel. Et donc, non, mais pour le cas du Togo dont vous parlez, la Constitution a évolué. On parle aujourd'hui de plusieurs autres textes qui ont succédé. Dans comment dire, l'architecture essentielle est pratiquement conçue non pas par les Africains. Vous voyez, c'est une parlez de la Constitution actuellement en vigueur? La Constitution, ça date, je crois, des années... il y a plusieurs textes qui ont succédé à ce à quoi vous faites référence. Il y a des Constitution de 92 notamment, auxquelles les Togolais, dans leur majorité de l'opposition, qui sont faites, font appel d'ailleurs. L'architecture générale est conçue et est Non, mais je crois que vous vous rejoignez sur le même truc. Voilà. Vous avez les mêmes idées là-dessus. Lui aussi n'a pas dit le contraire. Hein. Ça veut dire que les constitutions africaines, après les indépendances, ne sont pas pensées par les Africains. Ce sont des constitutions qui ont été prises ici, qu'on a recalquées. Effectivement, il y a eu des modifications qui sont rajoutées aux constitutions. Ça veut dire qu'il y a de petites améliorations. Et puis, au fur et à mesure, ça va continuer à s'améliorer. Ça ne fait pas une pensée juridique. Vous voyez, de toute façon, la maturité des peuples aujourd'hui, pas tous en même temps, s'il vous plaît. La maturité des peuples d'aujourd'hui. Juste pour terminer là-dessus, vous ne pouvez pas me sortir au Gabon un juriste qui est produit une réflexion intellectuelle sur je suis d'accord avec vous, mais à partir du moment où on a fait ce constat, on peut quand même estimer aujourd'hui que la situation actuelle... Alors pas tous en même temps, sinon on ne vous entend pas. On peut estimer quand même, une fois qu'on a fait ce constat, qu'aujourd'hui on est face à une situation qui doit amener les Gabonais à s'asseoir pour revoir ces textes et penser ensemble comment est-ce qu'ils peuvent lever les verrous ou alors poser des verrous de manière à empêcher des modifications opportunistes. Lorsqu'il n'y a pas de démocratie dans un pays, ça ne peut pas se faire. Hamidine Kane. En tout cas, avec c'est-à-dire la capacité des populations à choisir leurs dirigeants, c'est ça, la démocratie, ça n'existe pas au Gabon.
Alors, oui, Hamidine Kane. Oui, ce que je veux dire, c'est que maintenant, ce qui s'est passé depuis la fin du mois d'octobre et puis qui continue à se passer au Gabon avec la vacance de pouvoir, je crois que c'est une opportunité pour les Gabonais et pour le peuple gabonais et pour les partis politiques gabonais de revoir leur constitution de fond en comble et puis d'apporter justement des éléments clés pour verrouiller justement cette constitution pour qu'elle ne puisse pas être modifiée au gré des présidents ou bien des assemblées ou bien des présidents ou des présidents des cours constitutionnelles. Donc, revoir la Constitution, voilà. Mais il se pose également la question du positionnement de la Cour constitutionnelle qui reste problématique au Gabon. Le positionnement de la Cour constitutionnelle, vous savez, il y a une belle métaphore souvent utilisée par les Gabonais qui consiste à dire que cette Cour est semblable à la tour de Pise qui penche toujours d'un côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un dispositif stratégique qui a été mis en place justement pour le verrouillage du pouvoir. Mais ça a toujours été comme ça, hein, vous savez. Donc, ceux qui sont au pouvoir font tout pour garder le pouvoir. Ceux qui aspirent au pouvoir se débrouillent pour le capturer. Donc, à partir de ce moment-là, je vous donne l'exemple du Bénin en 90. La nouvelle constitution qui a été faite. Si on peut dialoguer. Je finis là-dessus. Parce que vous avez donné un exemple. La parole à. Alors, vous terminez Markham Bekale et ensuite Serge de Suyovo. Merci. Ce que je veux dire, c'est que. On ne peut reconceptualiser, revoir véritablement les institutions, le dispositif institutionnel que dans un cadre démocratique où on se dit la population son vote est respecté, le vote n'est pas manipulé, etc., etc. Voilà, donc aujourd'hui, on peut sur un plateau de télévision se dire, bon ben, il appartient aux Gabonais de faire ceci, de faire cela. La réalité dans ce pays, c'est que les populations, même les gens qui ont les aptitudes intellectuelles à penser ces choses-là, à penser ces institutions, n'ont pas droit au chapitre. Et non, je pense que, bon, c'est un beau discours, se dire que, bon, ben, très bien, il faut repenser les choses, mais il faut la volonté de part et d'autre. Serge de Suyovo. Deux petites choses rapidement. Juste pour prendre l'exemple du Bénin en 90, lorsque le Bénin a été le premier pays à organiser la conférence nationale et qu'il a fallu élaborer une constitution, il y a des gens qui se sont assis pour écrire cette constitution et qui ont décrété, en accord avec la classe politique, qu'on ne pouvait pas avoir plus de 72 ans et se présenter. Pourquoi? Simplement parce qu'il y avait 3 anciens présidents datant de la période juste post-coloniale que tout le monde s'était entendu pour écarter. Et ça montre que c'est les contingences politiques qui définissent ce qu'on met dans une constitution ou pas et qui correspond à un État, à un moment précis de la vie d'un pays. Maintenant, ça n'empêche que, effectivement, ce que vous souhaitez est appréciable et est souhaitable. Tous les pays, tous les peuples aspirent à pouvoir vivre dans un environnement où on parle de démocratie effective, dans la mesure où les votes sont respectés. Mais ça aussi, c'est une question de maturité des peuples qui commence à arriver aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il y ait... La maturité intellectuelle, il nous appartient à nous, intellectuels africains, de travailler justement à... Ce que nous sommes en train de faire. Hamidine Kane. Voilà, moi, je pense que... pour revoir la constitution gabonaise, il faudra quand même aussi se dire une chose. Les vieux dinosaures qui ont participé depuis fort longtemps justement au dépeçage justement de l'économie gabonaise, il faudra qu'ils soient mis hors jeu. Absolument. Il faut qu'ils soient mis hors jeu parce qu'on a entendu les discours de certains opposants politiques qui sont des discours néfastes. Ça veut dire qu'un opposant politique, quel qu'il soit, ne doit pas avoir certains propos. Ça, je pense surtout à Jean Ping, qui a eu des propos désobligeants. Et puis, il faudra être responsable parce que jusqu'à présent, moi, je pense que lui, il aspire au pouvoir par la force des choses sans penser à l'intérêt justement du peuple gabonais. Le jour qu'il viendra au pouvoir, ce sera encore peut-être pire que la famille Bongo. Alors, juste pour finir, je vais juste dire quelque chose sur... Justement, je vais m'appuyer sur ce qu'il dit pour vous poser une question simple. Si nous partons sur ce postulat et que nous disons qu'aujourd'hui, il est temps que la vie politique gabonaise se renouvelle, ça veut dire que dans la Constitution, il va vouloir mettre des dispositions pour que ces dinosaures dont on parle ne puissent pas participer. Alors vous appelez ça démocratie ou pas? Moi, j'appelle ça
réalisme politique, parce que ça correspond à un statut aujourd'hui du Gabon où on a besoin de renouveler la classe, de renouveler les pratiques et les acteurs. Donc, encore une fois, une constitution est là pour régir les règles qui doivent diriger le pays en fonction des circonstances, des contingences, des acteurs, du moment. Dans 20 ans, ce sera peut-être plus pareil. Il y a 20 ans, ce n'était pas pareil. Et malheureusement, nos peuples et nos pays n'étaient pas aussi matures qu'ils le sont aujourd'hui, il y a 40 ans. Et donc, nous sommes obligés de faire le chemin de la maturité politique. Marc. Alors, le changement, la maturité, tout cela se conquiert. Hein, donc, ça ne se décrète pas comme ça. On est mature et par conséquent, voilà, les choses vont aller d'elles-mêmes. Hein. Je crois que ça soit le Gabon ou tout autre pays, les populations, les intellectuels, la société civile, tout cet ensemble-là doit travailler pour la conquête des espaces de pouvoir. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, en lien avec le reproche que vous faites à M. Ping, je crois que Ping, il est quand même dans une position où il était face à un second hold-up électoral. Ça, Alors, Jean Ping qui appelle le peuple à se mobiliser, donc à se mobiliser, non pas à se mettre dans la rue. Jean Ping pour défendre sa souveraineté, voilà, c'est ce qu'il dit. Jean Ping n'invite pas la population dans la rue. Jean Ping est dans une revendication légitime où il y a eu un premier coup d'État électoral au Gabon en 2009. Et cela a été prouvé par les observateurs internationaux. En 2016, le même le même putsch électoral a été réalisé. Et on est dans une situation où, effectivement, c'est une forme de résistance à laquelle Jean Ping oppose, n'est-ce pas, au pouvoir actuel. Une question très rapide au sujet donc, de l'opposition. Est-ce que cette séquence ouvre un nouveau front ou renforce déjà le front qui existe déjà contre le président Ali Bongo Ondimba? Moi, je crois qu'il renforce le front existant déjà. Le front existant, mais à l'intérieur de ce front, il y a des divergences. Ça, il faudra le reconnaître. Et puis, ils seront à couteau tiré bientôt. S'ils savent qu'il y a une vacance de pouvoir, tout va éclater. Tout va éclater. Jean Ping va se positionner pour prendre le pouvoir. Ce qu'il a dit, c'est un positionnement pour la prise de pouvoir. Ça veut dire qu'il veut arracher le pouvoir pour dire que oui, je suis le gagnant de 2016, donc le pouvoir me revient. Alors que, bon, il n'en a pas les moyens. Voilà. Il n'en a pas les moyens. Voilà, j'espère bien, parce que maintenant, on est passé à un autre chapitre. Il y a 2 ans qui sont passés, il y a eu des élections législatives qui sont passées. Donc, même s'il devait y avoir vacances de pouvoir, donc ce seront de nouvelles élections. Et là, son camp, le camp qu'il avait forgé, va éclater, va voler en éclats. Parce que chacun va se positionner pour une prise de pouvoir. Merci beaucoup à tous les trois pour vos explications. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.